Invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. 2 thèmes à chaque fois en ce moment. Il y a beaucoup de choses dans le département. Tant mieux qu'il y ait ces choses-là d'un point de vue culturel, politique également. On en parle dans le Grand Forum aujourd'hui. Le jeune historien guyanais, numéro 8, le thème esclaves en Guyane, 1652-1848. Nos invités, Sarah Ebion, Lydie Ofangchoa Choukoutou, association des professeurs d'histoire-géographie de Guyane. Dans ce 8e, mesdames, bonjour. Bonjour. Sarah Ebion, bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va. Dans ce 8e ouvrage, il s'agit de présenter la place et la vie de l'esclave en Guyane. Déjà, pourquoi vous êtes penché sur cette thématique esclave en Guyane, 1652-1848. Je rappelle, le jeune historien guyanais. Comment ça se passe justement pour choisir ces thèmes-là ? Bon, le concours du jeune historien, il a pour but de balayer un peu toute l'histoire de la Guyane. Et donc, on a pris la décision de centrer sur l'esclavage tous les 2 ans. Donc, nous avons déjà fait les résistances à l'esclavage, nous avons fait les abolitions, nous avons fait la Guyane et la traite. Oui. Et là, celui-là, esclave en Guyane. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça ? Parce qu'on s'était aperçu, en faisant les autres ouvrages, Oui. que le public avait une idée vague, déformée et arrêtée sur ce que c'est que être esclave en Guyane. D'accord. Et donc, on a essayé de remettre les choses en place. Enfin, on les a remises en place à partir donc, des nouveaux concepts et historiographiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non. D'accord, très bien. Les premiers négriers français arrivent en 1626 dans la Caraïbe. La traite négrière française est autorisée en 1642. Ce n'est que 10 ans plus tard, en 1652, que nous pouvons observer la présence d'esclaves africains sur le sol guyanais. Pourquoi autant d'années après, ici, en Guyane ? Bon, je pense que d'abord, c'est un système qui se met en place. Oui. Parce que on n'a pas idée, mais armer, comme on disait, un navire négrier, ça demande des fonds. Hein. Ça demande des fonds. Le bateau, l'armateur, il faut déjà trouver l'entrepreneur. Le capitaine, il faut trouver un équipage, etc. Bon, je pense que déjà toutes ces raisons font que ça a pris du temps. Et puis je pense que Sarah va confirmer, la Guyane est une petite colonie. Oui. Et du point de vue économique et même du point de vue, c'est-à-dire comparativement à la superficie du territoire. Oui. Eh bien, la colonisation, elle est très réduite, en fait, la colonisation du territoire, l'occupation du territoire. En outre, les ambitions françaises sur le plateau des Guyanes, parce que c'était pas que la Guyane française, mais c'était le plateau des Guyanes, de l'Orénoque à l'Amazone, c'était ça l'ambition, n'a jamais été remplie par la France. Et en plus, elle s'est heurtée à des rivalités coloniales avec la Hollande et l'Angleterre. Or, en 1652, la Guyane, la colonie, elle n'est pas encore, elle n'est pas encore française. Elle est d'abord occupée par les Hollandais jusqu'en 1676. Au-delà même, ma question c'était effectivement, ça arrive dans la Caraïbe, ici et là. Ma question c'est peut-être plus de difficultés à atteindre ce territoire, l'Amérique du Sud, peut-être la difficulté. C'est pour ça 10 ans après aussi. Enfin, je sais pas. Non, moi je pense que c'est lié aux paramètres que Sarah a évoqués. D'accord, très bien. Alors juste une anecdote avant d'aller plus loin dans le débat. C'est quelque chose que je ne savais pas. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est la page 7 notamment. Et justement, j'ai fait le lien avec mon invité tout à l'heure de la confiance en soi, c'était son thème. Et j'ai lu ça.
ce qui rend d'abord les esclaves inconsolables sur la perte de leur liberté, c'est qu'ils s'imaginent que nos marchands ne les achètent que pour les manger. Le vin rouge qu'ils voient boire, ils croient que c'est du sang de leurs compatriotes qu'on a déjà égorgés. Cette persuasion les porte à se défaire eux-mêmes, soit en se précipitant dans la mer, soit, faute d'autres moyens, en s'étouffant avec leur langue. Cela ne paraît guère possible, c'est cependant ce que font très souvent certains nègres d'une nation plus mutine et indomptable, mais lorsqu'ils arrivent à nos îles, ils y voient tant d'autres nègres joyeux et bien portants, et qu'il ne s'agit que de travailler. Ils se consolent aisément de leur servitude, plus supportable à leur avis que l'inquiétude où ils vivaient dans leur pays. C'était à ce point. Donc voilà, cette anecdote-là, je pense que peut-être que tout le monde ne savait pas que c'était à ce point, Sarah Ebion. Alors non, moi, il faut d'abord dire que c'est un point de vue. Hein. Oui, c'est un point de vue, oui, c'est important. C'est un point de vue. Oui, c'est important. Et c'est intéressant justement ce point de vue, puisque là aussi, à la question des sources, on a très peu de sources directes. D'accord. On en a très peu, mais c'est intéressant aussi de savoir que c'est ça le travail d'historien. Oui. C'est de travailler sur ces sources qu'il faut décoder, qu'il faut remettre dans un contexte. Alors, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Ici, on parle du moment où les captifs sont amenés dans le bateau négrier, exact, pour faire ce qu'on appelle la traversée du milieu, et qu'ils arrivent ensuite pour être vendus comme esclaves. Et peut-être qu'on a là un des processus qu'on essaie de conceptualiser, en fait de montrer dans le livre, c'est justement cette transformation de quelqu'un qui appartient à une culture, à une terre, à un territoire, à une tribu, en un autre qui devient un esclave. Ce processus de dépersonnalisation qui est d'arrachement à sa terre, à sa culture, qui va être justement, qui explique le processus de mise en esclavage. Parce qu'on n'est pas esclave, on le devient. Absolument. C'est pour ça que le premier titre de notre chapitre est ça. Et en fait, ce qu'il montre ici, c'est deux choses. C'est parce que c'est très difficile de dire, et la littérature l'a montré, l'indicible, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ont pu ressentir ces hommes qu'on arrache à leur terre, qu'on amène sur un bateau sans savoir? Certains découvraient pour la première fois l'homme blanc. Ou même les compatriotes qu'ils ne connaissaient pas, puisque je rappelle qu'on va chercher les captifs de plus en plus loin. Donc ils ne se connaissent pas, ils ne parlent pas la même langue, parce qu'on voit l'Afrique de manière homogène, c'est pas vrai. On a des empires, on a des royaumes qui sont très divers dans les langues et dans les pratiques culturelles. Ensuite, donc ils sont regroupés et on les amène dans quelque chose, dans l'inconnu. C'est très difficile de rendre compte de cette sensation. Et la sidération qu'ils ont quand ils arrivent, c'est cette peur, cet effroi qu'on aurait, nous, si on nous mettait dans... Et ça revient plusieurs fois. Après, le jugement sur quand ils sont heureux, quand ils arrivent, ça, c'est un jugement de valeur. D'accord, oui, c'est un jugement de valeur, mais je trouvais ça intéressant. Ah oui, non, mais c'est intéressant. Oui, Lydie au fond sur couteau sur ça. C'est un prêtre qui écrit, bien évidemment, ceux qui sont du côté je vais dire, des maîtres, parce que l'Église, il ne faut pas se voiler la face. Le père Jean Chrétien. Voilà, les bien nommés. Oui. Et l'Église a participé. C'est une institution qui est partie prenante de l'esclavage. Bien. C'est une façon, je veux dire que parce qu'ils voient simplement les autres travailler, sauf que ce qu'il ne dit pas, c'est que quand ils arrivent, ils ne savent pas encore dans quelles conditions le travail se fait. Alors, ce qui peut apparaître comme joyeux, alors bien portant, là encore, on peut revenir là-dessus, parce que je rappelle que à part les conditions de travail extrêmement difficiles, la violence, etc., faut pas oublier qu'il y a un contexte sanitaire qui est extrêmement et problématique. Je veux dire, toute une série de maladies que nous connaissons, la dengue, le paludisme, tout ça, c'est à l'état endémique. Oui. Donc, et la médecine, elle est dans l'état dans lequel elle est à cette époque. Donc, bien portant, il faut être nuancé sur la question. Faut le dire vite. Oui, il faut être nuancé. On est d'accord. Mettez le casque. 25 76 25, je rappelle. Esclave en Guyane, 1652-1848. Le jeune historien guyanais, numéro 8. Nos invités, Sarah Ebion, Lydie Ofang-Chouachoucoutou. On en parle avec vous également. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Avec plaisir. Madame Choucoutou, bonjour. Et Madame Ebion. Ebion, bonjour. Oui, l'émission sur l'esclavage, je trouve que c'est bien, c'est un beau thème.
mais faudrait aller dans sa globalité. Parce que l'esclavage n'était pas fait simplement pour être esclave. L'esclavage était fait de façon à amener de la richesse à la France. Après, il y a plusieurs thématiques, hein. On peut pas tous les aborder, mais c'est intéressant. Il faut associer les deux, parce que moi, ce qui m'intéresse, combien de tonnes de bananes qui partaient de cette terre, combien de tonnes de roucou, tout ce qui était exploité par du café, du sucre, ça nous intéresse, parce que tout ça fera prendre conscience aux gens qui écoutent que nous sommes sur une terre possible. Très bien. Quand on parle de l'esclavage et puis ça s'arrête là, non, il faudrait qu'on reprenne notre place sur ce territoire. Que la Guyane reprenne sa place. Parce qu'il y a eu un arrêt, et ce n'est pas normal qu'on soit à la traîne, comme en ce moment. Merci beaucoup. Alors, ok, je ne savais pas que vous vouliez aborder ce sujet. C'est une question qui était prévue, effectivement, notamment sur... regardez, voilà, à cette époque, dans l'île de Cayenne, il y avait, alors je regarde, c'était bien mis, hein, sucre, coton, roucou, café, élevage, bien sûr, briqueterie, etc., etc. Oui, il y avait un commerce qui était florissant sur l'île de Cayenne. Bon, comme l'auditeur pose la question, allons-y sur cette question maintenant. Bon, je veux dire, l'émission vient de commencer. Oui, on allait aborder le sujet. Bon, je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'esclave est un acteur économique incontournable du système. Très bien. Bien, ça c'est la première chose. Donc, vous avez énuméré les productions qui sont de la colonie. Alors, je voudrais faire une petite précision. Oui. Le sucre, ça va venir plutôt au 19e siècle. D'accord. Parce que contrairement aux autres colonies où le sucre est la culture reine, ça n'est pas le cas en Guyane. Ça, c'est une culture qui a du mal à prendre. Donc, il y a une culture qui va être constante tout au long de la période, c'est le roucou. D'accord. Alors, c'est pas seulement, et c'est pour ça que je dis que ce sont non seulement des acteurs incontournables, mais ce sont presque des ouvriers spécialisés. Parce que le roucou, il est cultivé, donc il y a tout le travail où on s'occupe de la plante, et puis après, il faut le transformer pour que ça parte en France, on fait sous forme de pâte pour que ça serve à la production de teinture. D'accord. Donc ce sont pas, parce qu'il faut bien avoir dans l'idée qu'il y a différents types d'esclaves. Il y a des esclaves qui sont au champ, bien évidemment, ils travaillent, mais il y a toute une série d'ouvriers spécialisés qui font, des tâches, et qui sont des tâches très précises et très spécialisées. Et bien évidemment, souvent la valeur de l'esclave est liée aussi à sa spécialité professionnelle. Tout ça à Cayenne ou plus loin, Saint-Georges, mais tout à Cayenne? Alors, non, pas tout à Cayenne. Bon, moi, juste pour compléter la réponse, parce que l'auditeur, nous, on a centré sur l'esclave. Qu'est-ce que c'est qu'être esclave? Pourquoi un système qui a duré, qui a fonctionné par l'exploitation de l'homme par l'homme, alors qu'on sait que numériquement, il y avait un esclave, 1 mètre pour 10 esclaves. Donc, comment expliquer que ce système a fonctionné quand il nie la dignité et l'humanité? C'est ça. Maintenant, là, moi, il y a une petite confusion où j'ai peut-être mal compris chez l'auditeur. Je rappelle que il ne faut pas dissocier l'esclavage de la colonisation. C'est une colonie esclavagiste. Donc le territoire, il est pensé pour être au service de la métropole. Et le mercantilisme, c'est-à-dire la théorie économique que Colbert met en place qui permet la prospérité de la métropole, c'est la vente, le commerce de ces plantes coloniales. Vous avez cru comprendre par notre auditeur que l'esclavage a permis ce développement-là de... Non, tout simplement qu'il y avait une économie... que la Guyane avait une économie prospère. La colonie est là pour servir l'enrichissement de la métropole, il ne faut pas se leurrer. Et puis juste une chose, peut-être rectifier les choses, les cultures coloniales, comme l'a dit, pendant très longtemps en Guyane, ça a été le roucou essentiellement, l'indigo et le coton, et plus tard, avec l'amélioration, la canne à sucre, mais la banane, jamais.
La banane sert à l'alimentation dans la bâtie ou dans l'habitation. C'est après, aux Antilles, beaucoup plus tard que ça remplace la canne. Mais donc voilà, c'est ça les cultures coloniales qui vont être transformées d'ailleurs, qui ne sont pas comme ça vendues pour servir le commerce. Voilà pour notre auditeur. Vous avez mis dans cet ouvrage le contenu du Code Noir. Pourquoi un Code Noir ? Quel était son intérêt ? Et dans les grandes lignes, il dit quoi ? Je pense à tous ces jeunes qui se sont accaparés, j'ai vu ça sur tous les réseaux sociaux depuis 2 ou 3 ans. Vous avez une nouvelle génération qui parle du Code Noir. Donc je trouvais intéressant d'avoir mis le... Dites-nous pourquoi. Alors, le Code Noir, c'est le document qui donne c'est un document juridique. C'est un document juridique. C'est même d'ailleurs le premier élément du droit colonial. C'est le premier. Bien, alors, il faut pas croire qu'avant le Code Noir, qu'il n'y avait pas de règles. Oui. Le Code Noir rassemble toutes les règles qui existaient dans les colonies. Donc, on en fait un document unique. Ce document, il a 2 fonctions. Contrairement à ce que les gens croient, il n'est pas pour les esclaves. Les esclaves ne savent pas lire, ils n'ont jamais eu le Code Noir en main. C'est bien de le dire. Il est destiné aux maîtres. Bien sûr. Il définit la condition de l'esclave dans la colonie. Il organise la vie quotidienne des esclaves, le logement, la nourriture, les vêtements, etc. Et il organise aussi le système disciplinaire des esclaves, c'est-à-dire que les maîtres savent que pour tel délit, tel crime, ils doivent faire ceci, cela, etc. Il y a toutes aussi les interdictions qui sont destinées aux esclaves. Les esclaves n'ont pas le droit de jouer du tambour, ils n'ont pas le droit de s'attrouper, ils n'ont surtout pas le droit de manger, de voler un morceau de canne à sucre, et ça c'est puni de manière... Je vous laisse finir, ça m'a fait sourire quand j'ai vu « ils n'ont pas le droit de s'attrouper ». Et je me dis, je sais d'où vient cette phrase. Si vous êtes 2, ça va. Si vous êtes plus de 3, c'est un complot. Ça vient sûrement de là. Je sais pas. Mais en rigolant, on disait ça. Ah, vous êtes 3, vous faites un complot. Je me suis dit, tiens, voilà. Bon, je n'ai pas la preuve de l'hypothèse que vous avancez. Mais il y a dans nos façons de lire les choses, etc., des rapports même inconscients avec l'esclavage. Quand on dit, il y a un proverbe qui dit complot annexe et complot à chien, bon, ça a un rapport parce qu'il y a des complots qui existaient sur les habitations et qui étaient dénoncés par des esclaves. Exact. Donc, voilà, mais c'est pour ça que je le dis tout à l'heure, on est complètement formaté par ça, même de manière, je veux dire, inconsciente. Pour revenir au Code Noir, alors pendant longtemps, on nous a raconté, il y a eu un discours comme quoi le Code Noir visait à adoucir la condition de l'esclave. Bien, le Code Noir n'a jamais eu cette fonction. Ça n'a jamais été sa finalité. Le Code Noir, c'est un instrument d'ordre public dans la colonie. Tout simplement. Et donc, il s'adresse bien évidemment aux colons parce qu'il s'agit aussi pour les autorités royales de contrôler aussi les colons. D'ailleurs, les colons, ils ont très bien perçu cela comme une ingérence du pouvoir royal dans leurs droits de propriété. Et ils l'ont très mal vécu. Et chaque fois qu'ils ont pu s'en dispenser, ils ont pu le contourner. Oui, j'allais poser la question, est-ce que tout le monde a suivi ? Non. Non, je vais donner 2 exemples. Bien sûr. Il y a 2 articles qui disent, un article qui dit que le maître doit nourrir les esclaves. Eh bien, on s'aperçoit très rapidement que les maîtres ne vont plus le faire et ils préfèrent, en quelque sorte, concéder aux esclaves sur l'habitation un morceau de terre que les esclaves, quand ils ont fini de travailler pour le maître, doivent aller travailler pour pouvoir se nourrir. Absolument. Donc, non, le Code Noir est là comme une espèce de, je veux dire, si vous voulez, impose, si vous voulez, des limites, des règles dans l'organisation de la colonie. Mais bien des maîtres faisaient ce qu'ils voulaient. Bien sûr. En plus, quand les maîtres étaient sur la prouague, je ne vois pas qui venait contrôler qu'ils avaient respecté ou pas. Je voulais juste rajouter que ce Code Noir qu'on présente comme quelque chose d'intangible, il a évolué.
Il y a eu des adaptations. Et que, par exemple, il n'a été appliqué en Guyane qu'en 1704. Donc vraiment, ce code noir, c'est un cadre juridique. Et d'ailleurs, comme tout cadre juridique, c'est la différence entre ce qui est appliqué et les ajustements qu'on a. Mais c'est un cadre. Il définit le statut de l'esclave, ça c'est important, bien meuble, et que la transmission de la condition d'esclave se fait par la mère. Donc c'est le cadre juridique. Il y a une partie sur la vie quotidienne, très précise, la quantité de manioc, etc., de tissus qu'on doit fournir à l'esclave. Il y a la partie religieuse, l'esclave doit être baptisé, etc. Et il y a comment on devient libre. Le seul cadre légal pour devenir libre, c'est l'affranchissement, avec des règles aussi. Donc vous avez c'est l'organisation de la vie. Alors après, maintenant, c'est entre la théorie et ce qui se passe après, c'est là qu'il y a les différences et les éléments. Alors, ça c'est votre métier. Lorsque vous faites des recherches, bien sûr, depuis le temps que vous faites ce métier, il n'y a jamais eu d'affect, j'imagine. Vous n'êtes... Enfin, quoique, si. Je sais pas, je le dis, mais peut-être que vous allez me dire. À chaque fois, parce qu'on en a fait déjà un débat ici, sur le code noir, avec une jeune génération, ça les touche, ils sont affectés. À chaque fois que quelqu'un tombe sur ce code noir, il se rebelle, il n'est pas content. Est-ce que vous comprenez ça, vous, pour qui c'est votre métier, ou vous faites des recherches peut-être sans affect, mais apparemment je me suis trompé. Qui veut répondre? Ah bon? Non. Je vous ai du recul, quoi. Ces jeunes qui découvrent cela, ils découvrent une histoire qu'ils ne connaissaient pas. C'est vrai. Bien. Ensuite, en découvrant cette histoire qu'ils ne connaissaient pas, ils découvrent la brutalité d'un système. Parce que, je vous dis, j'ai dit ça au début, il y a une espèce d'image un peu fantasmée de ce qu'est l'esclavage. Donc, ils sont face à cette brutalité. Donc, il y a bien évidemment des affects. Ça suscite des émotions. Absolument. Etc. Bon, maintenant, ce qui nous concerne, nous, enfin, moi, je pense que Sarah partagera le même point de vue que moi. Nous avons une démarche d'historien. Bien. Ce que nous pensons du Code noir n'intéresse personne quand nous réalisons un ouvrage comme celui-là. Et nous n'avons pas à faire, à communiquer nos états d'âme. Nous n'avons pas à faire ça. L'historien n'est pas là pour dire non plus que ça c'est bien ou ça c'est mal. Je veux dire, quand on a une description la plus réaliste de ce que c'est que l'esclavage, elle l'a dit, c'est l'exploitation de l'homme pour l'homme. On n'a pas besoin de dire que c'est mal ou que c'est mauvais. Ça saute aux yeux à partir de la description qu'il y a un problème. L'esclavage n'est ni mauvais ni bien. Il est tout simplement en dehors de la morale. C'est quelque chose qui n'aurait même pas dû exister. Bon, mais ça a existé. Voilà. Et on est obligé de prendre ça, de prendre ça en compte. Donc la question, c'est pas de dire que c'est bien, que c'est mal, que les maîtres sont méchants et que les esclaves sont... Il faut sortir de ces schémas. Ces jeunes-là, ils sont complètement ignorants de leur histoire, ils prennent ça en pleine face, et bien évidemment, ils sont secoués, d'autant que pour certaines situations, ils sont capables de voir qu'il y a comme si des petites continuités entre ce qui a existé à cette époque, même si on n'est pas dans un cadre bien sûr. Avec des injustices et qui existent aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que ça a aussi autant de... Et juste, je voulais rajouter que ce qui les choque, enfin, à mon avis, parce que je vois les jeunes, c'est la violence. À chaque fois qu'un jeune tombe sur le code noir, mais c'est la violence qui les choque. Ça le perturbe. C'est la violence, c'est-à-dire le fait qu'on mutile quand on marronne. C'est la violence qui les choque beaucoup, parce que c'est des images... Parce qu'on n'est pas dans une société violente, beaucoup moins violente que celle du XVIIe. Or, nous, historiens, on sait très bien que la société est violente à cette époque. C'est-à-dire que c'est pas ça, même si c'est horrible, mais la violence est permanente au XVIIe siècle. Et ça, en tant qu'historien, on arrive à le contextualiser. Oui, bien sûr. On sait que, par exemple, les exécutions publiques, les tortures, ça ne choquait pas à l'époque d'acheter. Quand on tue un enfant, ça n'a pas beaucoup de valeur, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est immoral. Mais la violence est permanente. Donc le fait qu'on fouette ou qu'on a, c'est terrible. Mais c'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, c'est qu'on décide que vous êtes un bien meuble. C'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas de valeur d'humain. Et ça, c'est plus difficile à faire passer. Et on le fait passer comment auprès des élèves? Bien sûr, on montre le fouet, on montre tous les actes, les masques, les entraves. Ce sont des outils de contrainte qui sont permanents et qui sont horribles parce que c'est une société d'une
d'une extrême violence. Mais ce n'est pas exceptionnel à l'époque. D'accord. 25 76 25. Mettez le casque. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Vous voulez rester sur cette zone-là en Irak. Je voulais savoir, est-ce que vous avez le nombre exact d'esclaves débarqués en Guyane? Le nombre exact d'esclaves débarqués en Guyane. 30 000. 30 000 esclaves. Voilà. Estimé, oui. Oui, mais je voudrais dire quelque chose. Il ne faut pas s'exprimer de cette manière. Il n'y a pas 30 000 esclaves. Les gens ne sont pas venus et ils étaient esclaves. Redites-nous la phrase. Captifs. Tant qu'on n'a pas été mis en vente et qu'on n'est pas devenu la propriété de quelqu'un, on est un captif. Et on passe au statut, à la condition d'esclave à partir du moment où on a été vendu. Très bien. Ne vous énervez pas. Non, je ne m'énerve pas. Mais on apprend avec vous. Les mots sont importants. Non, les mots ont un sens. Non, mais je suis d'accord. Les mots ont un sens. Mais on apprend tous les jours avec vous. Juste une chose que je voulais rajouter, 30 000 sur toute la période, à peu près. Oui. Mais il faut savoir que la durée de vie estimée d'un esclave, c'est entre 6 et grand maximum 10 ans. D'accord, très bien. Vu les conditions. Je rappelle aussi que vu l'utilité, puisque c'est ça, ce sont essentiellement des hommes, des jeunes hommes. Il y a toujours une surreprésentation masculine par rapport aux femmes, parce que l'idée, c'était pas de permettre, c'est la traite qui devait alimenter cette main-d'œuvre. Donc on voit bien que la structure des populations serviles est particulière. Oh, là, je dis, ne vous énervez pas, t'es pas énervé, hein, Lydie. Je sais que à chaque fois que ce genre de discours revient, c'est bien de recadrer parce que les mots sont importants. 25 76, oui, le casque. 25 76 25, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Ah oui, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Vous êtes en direct. Alors, très bon sujet. Ce genre de sujet-là, ça vous plaît. Ça bouleverse pas mal de choses en moi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le système, le système esclavagiste persiste encore de nos jours, puisque et souvent nous sommes, par certaines personnes, nous sommes ramenés en arrière. Vous comprenez? Dans l'histoire, il y a des portes qui nous sont fermées. Il y a des choses à laquelle, des fonctions par exemple à laquelle un noir par exemple n'accédera jamais. À l'inverse des Américains qui ont, aux États-Unis, qui a eu quand même un esclavage très rude et un racisme très très fort. Et quand par exemple le noir, comme ils disent, l'afro-descendant, lorsqu'il est valable, il trouve sa place, quel que soit au niveau de l'État. Malgré ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, avec la police, exactement. Mais bon, j'entends ce que vous dites. Exactement. J'entends ce que vous dites, oui. Mais par contre, en France, jamais un noir n'atteindra certains niveaux. Vous comprenez? Que ce soit dans l'administration ou dans d'autres structures, c'est limité. Et pourtant, nous sommes Français. Nous sommes des Français entièrement à part. D'accord. Nous sommes des Français par la force des choses. On a bien compris. Aux États-Unis, un noir peut réussir. En France, c'est plus compliqué. Je résume. C'est extrêmement plus compliqué. Je résume. Elles vont répondre. Merci beaucoup. Notez les questions. On enchaîne 3 auditeurs. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, Patrice. Bonjour, Patrice. Oui, bonjour. Bonjour à tout le plateau. Est-ce que j'aurais aimé avoir la position des deux invités sur certains chercheurs qui se sont permis de dire que les esclaves, ou plutôt ceux qui ont été mis en esclavage, ceux qui ont été mis en esclavage ont développé un gène de la violence. J'ai dû lire ça ou entendre ça quelque part, mais que j'aurais bien aimé avoir leur position sur ça, parce que ça c'est encore plus violent que ce qui a été fait avant. Hein. Bon on a noté la question. On enchaîne 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Oui, Armand Achille, bonjour à tous. Allons-y. Oui, 3 éléments. Par rapport aux relations entre la Guyane et la France, s'agissant du système colonial, et qu'on disait que la colonie esclavagiste est faite exclusivement pour enrichir la France, je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, nos rapports n'ont pas changé avec la France.
Il suffit de regarder notre balance commerciale et on voit bien aujourd'hui que matériellement, on apporte plus à la France que la France nous apporte. Ça, la deuxième chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'agissant du Code noir. Moi, je pense qu'ils ont voulu harmoniser sur l'ensemble de leur colonie les traitements des maîtres affligés à leurs esclaves africains, parce qu'ils se sont rendus compte que comme la vente se faisait aux enchères, pour certains maîtres, tuer un Africain pour un oui, pour un non, et en fin de compte, comme ils n'avaient pas acheté au prix de revient par rapport au voyage, ça faisait en fin de compte que la colonie s'appauvrissait. Parce que son capital productif disparaissait en fonction de la férocité du maître. Très bien. Et la troisième ? Et par exemple, en Haïti, un esclave qui fuyait devait avoir le même châtiment que si un esclave fuyait en Guyane. Et puis, la troisième chose, concernant l'attroupement ou le regroupement des Africains et des nègres, c'est une notion qui a perduré parce que dans le code de l'indigénat, qui est le successeur du code noir, il était interdit de se regrouper à plus de 10 nègres, 10 hommes, c'est précisé, 10 hommes nègres dans une rue. Et concernant il faut finir, Armand, il y a du monde. Concernant le fait que les colons ils ne respectaient pas le code noir, le code noir dit dans ses premiers articles que les juifs n'ont pas le droit d'être propriétaires d'esclaves. Alors qu'en Guyane, par exemple Vidal, tout le monde connaît l'habitation Mondélis, c'était un juif et il avait des esclaves africains. Elles vont répondre. Merci Armand. Allez, 2 derniers auditeurs, sinon vous n'aurez même pas le temps de répondre. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y. Monsieur Pierre vous salue. Allez-y, monsieur Pierre, allez-y. C'est très intéressant ce que vous avez abordé aujourd'hui. Merci. C'est un sujet qu'il faudrait reprendre à grande échelle, parce que ça fait partie de l'histoire des Afro-Américains et Guyanais et autres. C'est très intéressant. Il ne faut pas laisser les jeunes qui arrivent dans l'ignorance de leur histoire, parce qu'on a trop tendance à nous imposer ou nous faire croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Très bien. Bientôt, au revoir. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Allez, dernier appel, après je bloque le standard, je suis obligé. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, vous m'entendez, hein? Oui, absolument. Voilà, non, je voulais juste dire que effectivement que j'ai apprécié beaucoup l'émission d'aujourd'hui, mais c'est surtout sur l'aspect où il est important que l'histoire puisse être bien transmise et que effectivement, comme disaient les dames, mes deux invités, voilà. La notion justement d'esclave, c'est-à-dire on a toujours tendance, nous les Noirs, à prendre l'histoire et puis à vouloir se rebeller par rapport à ce qui a été fait. Et j'ai bien aimé tout à l'heure lorsque l'une des historiennes disait qu'en fait que non, à la base c'est quelque chose d'immoral qui n'aurait pas dû être. Et nous avons trop tendance, c'est ce que je voulais partager, à nous positionner face à tout ce qui peut se faire dans la société aujourd'hui. Quoique légitimement, on doit le prendre de manière injuste pour certains actes parfois racistes, etc., qui peuvent se produire, je suis d'accord. Mais nous avons trop tendance à se positionner comme encore la victime, au lieu de se positionner comme un être humain. Nous sommes des êtres humains, tout simplement, et avancer. Et mettre à ce moment-là toutes les chances de notre côté, parce que nous avons l'instruction, nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à tout comme tout le monde, et faire preuve de compétences comme tout le monde, et sans se sentir en minorité, sans se sentir esclave encore dans notre chair, même si ça fait partie de notre histoire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Très belle analyse de votre part. Je bloque le standard, je regarde l'heure, je pourrais même pas poser toutes mes questions. Je vous laisse répondre à tous nos auditeurs. Je vais répondre à la première. Oui. Bon, moi je ne peux pas laisser dire qu'on est encore esclave aujourd'hui. Je reviens à la remarque que j'ai faite. Les mots ont un sens. Ouais. Et c'est justement le travail que nous essayons de faire, de clarifier les choses pour montrer qu'on ne peut pas utiliser un mot aujourd'hui en 2020 alors que ce mot correspond à une réalité historique bien précise. Alors dites-nous ce que c'est que ce mot que vous voulez plus entendre.
Je ne veux pas entendre dire qu'aujourd'hui encore nous sommes esclaves. Ok, très bien. Nous ne le sommes pas juridiquement. Alors, il y a dans les rapports dans la société, il y a des rapports économiques, des rapports sociaux, il y a de la domination, il y a de l'exploitation, il y a de l'asservissement. Toutes ces modalités-là, elles existent, qui font qu'à un certain moment, il n'y a pas de symétrie entre des personnes ou entre des institutions. Mais il n'y a pas d'esclavage. Et moi, je m'insurge même lorsqu'on parle d'esclavage moderne. Oui, ça, parce qu'il y a des exploitations extrêmes, par exemple dans les pays du Golfe, etc. Mais les personnes, elles sont simplement, elles sont réduites à n'être que des outils économiques, mais jamais on ne dit de ces personnes qu'elles ne sont pas des personnes. On n'a jamais légiféré là-dessus pour dire qu'elles ne sont pas des êtres humains, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir, cette vision des choses. Non, l'esclavage a pris fin dans ses modalités telles que nous l'avons connu dans notre pays. Il a pris fin en 1848. Après, il y a des formes d'exploitation, il y a des formes de domination, il y a des formes d'asservissement qui perdurent parce que c'est comme ça. Et à chaque fois que vous passerez, je vous laisserai dire ça. Un jour, ça va finir par rentrer. C'est ça l'histoire aussi, ça se répète. Moi je ferai le point entre le premier auditeur et le dernier. Dites-nous. C'est-à-dire que pour dénoncer une situation de discrimination qui existe dans toutes les sociétés, et pas plus, parce que pas plus aux États-Unis qu'en Guyane. Oui. Surtout à l'époque, mais elle existe. Et est-elle liée? Et puis là aussi, cette façon de réfléchir en catégorie blanc, noir, c'est un outil. C'est une erreur? C'est pas une erreur. Un héritage. C'est un héritage. Oui, je rappelle que se penser comme ça, c'est souvent lié à une dévalorisation. Or, on est plus que noir ou blanc. On est autre chose, on est des êtres humains. Moi, je ne suis pas qu'une femme. Et qu'est-ce que je suis de noir? Ça dépendra de l'endroit où je suis. C'est pas comme ça. Et en fait, on intériorise des catégories. Deuxième chose. Ce que vous venez de dire là, je l'enregistre et je le diffuse tous les matins pour que ça puisse rentrer dans l'esprit des gens. Non, mais c'est tellement important ce que vous dites. Ça fait du bien. Continuez. Autre chose, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que ça montre bien que cette histoire, elle n'est pas encore digérée ou apaisée, puisque chaque fois qu'il y a une situation de crise, on la reconvoque, on la met en avant. Et de façon maladroite. Ça montre bien qu'on n'est pas encore serein. Et puis surtout, on n'a pas été... Alors, et c'est une des raisons qu'on veut montrer dans le roman, les esclaves ne sont pas que des victimes. Ils ne sont pas passifs. Malgré toutes les conditions horribles, la prégnance de la mort, la violence... Pas que le marronnage, survivre dans une habitation, créer des choses, les relations humaines, mourir, aimer... Ce sont des êtres humains. Et c'est ce qu'on veut montrer, c'est cette capacité d'accommodation et dont on doit être fier. On n'a pas été que des gens qui ont pris des coups de fouet. C'est autre chose. Et justement, le jour où on comprendra ça, on sera fier de cette histoire. Merci de le dire. On a répondu un petit peu à tout le monde, dites-nous. Alors, je voulais quand même faire un petit rectificatif. Non, le code de l'indigénat n'est pas la suite du code noir. Ouais, ça, c'est Armand Achille, oui. Le code de l'indigénat, c'est un code qui a existé sur le continent africain. Absolument. Et qui organisait et gérait les relations entre les colons et les Africains. Le code noir, il prend fin, son application prend fin en 1848. Voilà. Bon, je voudrais dire aussi quelque chose. Comment ça s'appelle? Le code noir. Monsieur Achille a parlé que le code noir interdisait aux Juifs d'avoir des esclaves. L'article 1 du code noir ne dit pas ça. L'article 1 du code noir dit que le roi ne veut pas de Juifs sur la colonie. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Absolument. C'est pas pareil. Autrement dit d'ailleurs, il faut savoir quelque chose. Dans les premiers articles du Code noir, c'est des dispositions qui sont à destination de tout le monde, y compris des colons. Mon Dieu, j'avais la question sur la religion, la question sur craignant toujours le marronnage, la circulation des esclaves fait l'objet d'une préoccupation constante des autorités. Oui, alors, je veux revenir sur quelque chose. Dites-nous. Il n'y a pas comme résistance que le marronnage.
comme nous sommes passés par une phase où nous ne connaissions pas du tout cette histoire. Oui. Et quand des gens ont commencé à en parler, il y a eu un focus sur le marronnage. Et bien évidemment, le marronnage, c'est une action qui a un côté extrêmement valorisant. C'est la révolte. C'est pas seulement la révolte, c'est aussi je quitte le système. Je fais savoir aux autorités que je ne veux plus rester dans ce système. Exact. Et je ne reste plus. On a fait une grande focale sur ça. Désir de liberté. On a magnifié cela, mais je crois qu'il faut avoir une idée en tête. En ce qui concerne la Guyane, les 13 044 personnes qui sont arrivées vivantes le 10 juin 1848, ce sont des résistants. Parce que ces personnes-là, il fallait rester vivants. Dans le bateau? Non. Et ici. Ah, quand ils sont arrivés ici. Dans l'habitation. Oui, d'accord, ok. Les personnes qui arrivent et qui sont vivantes le 10 juin 1848, elles ont réussi à ne pas mourir. Parce qu'elle vous a dit tout à l'heure, Sarah, que l'espérance de vie d'un esclave, c'est entre 6 et 10 ans dans le meilleur des cas. Le meilleur des cas, oui. Rester vivant. C'est déjà beaucoup. Je voulais aborder, je regarde l'heure, les maîtres ont souvent des enfants avec des esclaves. Que deviennent ces enfants? Comment ça se passait? Certains voulaient aussi se marier, je crois, mais sous certaines conditions. Dites-nous, j'aurais bien aimé vous entendre sur ce sujet. Alors, sur les mariages, on l'a bien dit, celle qui transmet la condition, c'est la mère. Si elle est esclave, l'enfant est esclave. Il appartient au maître de vouloir s'il a franchi ou pas. Pour le moment, je ne peux pas dire s'il y en avait beaucoup en Guyane qui affranchissaient leurs enfants naturels. Je ne sais pas. D'accord. De toute façon, cette violence à l'égard de la sexualité, elle est permanente. Puisque de toute façon, les femmes, parce qu'on parle des Noirs, mais les femmes noires esclaves, à l'époque, la sexualité, les rapports hommes-femmes sont d'une complexité énorme qui sont dans ce cadre de violence. Donc il y a eu des enfants naturels certains, ça a été le fruit d'amour réel, d'autres de violences terribles. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs démarches. Ensuite, sur les mariages. Non, oui. Il y a eu des mariages. Le mariage permet l'affranchissement, mais il y a eu le mariage, Madame Paillet a épousé et elle est devenue propriétaire à son tour d'esclave. D'accord, très bien. Merci pour cette info-là. Tout le monde ne l'avait pas. Alors, il faut savoir quand même quelque chose, c'est que les relations sexuelles entre maîtres et esclaves ont existé, c'est évident. Bien, soit des relations quelquefois volontaires, parce que la femme esclave pouvait espérer une amélioration de sa condition, sinon pas, tout au moins peut-être pas pour elle, mais au moins pour l'enfant. Bon. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait des dispositions officielles qui interdisaient les mariages interraciaux. Les mariages interraciaux sont interdits. Il y a plusieurs circulaires du roi. Et il y en a une qui dit que le blanc qui se marie à une femme noire, parce que c'est toujours dans ce sens-là que ça fonctionne, il se mésallie et il n'a plus le droit d'exercer certaines fonctions publiques. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, je regarde l'heure, ce qu'est un libre de couleur? C'est quoi? Oui, alors, les libres de couleur, ce sont les personnes... Alors, avant ça, il faut dire quelque chose. On a tendance à voir la société... Je vais vite parce que je vois l'heure, c'est pour ça. On a tendance à penser la société d'esclavage en binaire, c'est-à-dire d'un côté les blancs, d'un côté les noirs. Donc, d'un côté les maîtres, d'un côté les esclaves. Mais entre les deux, il y a quelque chose, il y a un groupe qui n'était pas prévu, c'est-à-dire qu'il y a des noirs qui vont devenir libres. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont noirs, mais ils sont libres. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'ils sont libres juridiquement, mais ils ne sont pas les égaux des blancs. Parce qu'il y a une législation discriminante qui fait qu'ils ont un certain nombre de... Par exemple, il leur est interdit de s'habiller comme les blancs. Ils doivent aller dans les lieux publics, ils ont des places qui leur sont réservées. Il y a des métiers qui leur sont interdits. Donc, il y a une législation discriminatoire contre les libres de couleur. Mais c'est le troisième groupe qui est entre les deux. Alors, vous êtes esclave, vous devenez libre, quel que soit le moyen par lequel vous êtes devenu libre. Vous avez des enfants. Par contre, ces enfants-là, ils naissent libres. Et c'est comme ça que le groupe des libres de couleur va augmenter de plus en plus. Et il faut savoir que l'expansion du groupe des libres de couleur,
ça contribue en quelque sorte à déstabiliser la société. D'où l'expression peut-être, je dis bien peut-être. Alors c'est une expression moi qui me hérisse le poil, c'est un homme de couleur. Quand j'entends ça, j'ai envie de tout casser autour de moi. Comme si le blanc n'était pas une couleur. Exactement, c'est hallucinant. Bref, mesdames, je vous laisse 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs ? Le jeune historien guyanais, numéro 8, esclave en Guyane, 1652-1848, chez Ibis Rouge. C'est c'est pour nos élèves, mais c'est pour nous aussi. Oui, c'est un peu des deux, même si la cible privilégiée, c'est le public scolaire, puisque le concours du jeune historien a pour but de justement favoriser cet enseignement. Et comme les 8 années précédentes, on organise un concours qui se fait sous forme d'épreuves collectives ou individuelles depuis l'école primaire jusqu'à l'université, avec des récompenses qui seront sûrement remises. Et surtout, il faut ajouter aussi qu'on est aidé pour la publication et l'organisation par la CTG, parce que sans ça, il faut une volonté politique. Ah non, mais ça c'est clair. Bravo à eux pour ça d'ailleurs. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je vais rajouter que la connaissance de l'histoire de l'esclavage, elle est fondamentale. Notre société est née de cette matrice. Donc il faut connaître cette matrice, il faut la décrypter, il faut la décoder. Et peut-être qu'en la connaissant, on va pouvoir se débarrasser de ces affects dont on parle. Il y a un auditeur qui a dit que ça le bouleverse. Ouais. Il faudrait arriver que on n'arrive plus à ça, parce qu'on est toujours dans les affects. Il faut prendre connaissance de cette histoire. On peut, se rendre compte de l'énormité de ce que ça a été, parce que c'est quelque chose d'énorme. Puisque jusqu'à aujourd'hui, nous subissons, du point de vue psychologique et mental, le poids des représentations qui sont nées de cette histoire. Mais il faut qu'on sorte de ça. Il faut absolument sortir. Il faut prendre de la distance, acter de cette énormité, et puis pour pouvoir poursuivre. Et juste pour répondre c'est pour ça que je vous invite dans le Grand Forum. Juste pour répondre à l'auditeur qui a parlé du gène de la violence. Ah, oui. Je ne suis pas au courant. Mais encore une fois, je pense que s'il y a une chose dont on doit se souvenir dans cette histoire, c'est qu'on doit se débarrasser d'un retour à la nature. On veut chaque fois nous animaliser, qu'on soit une femme ou un noir, ou on est des êtres humains. Donc il faut sortir et on sait on choisit nos parcours. Ce gène de la violence, je ne sais pas d'où sort cette théorie. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, si les hommes possédaient le gène de la violence, nous ne serions pas les seuls à le posséder quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, qui s'est déjà passé pendant les guerres, etc., des choses qui se passent encore aujourd'hui. Donc oui, il faut arrêter aussi de sortir aussi. Il faut arrêter de se faire du mal. Enfin, je dis il faut ça. arrêter de se penser mal. Oui, exact. Parce que il n'y a pas que les représentations, c'est qu'à force de prendre en compte ces représentations, on finit par les intérioriser. Exact. Et on se pense comme finalement le discours qui a été construit sur nous et qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est pour ça que vous passerez le plus souvent possible à la radio, notamment dans le Grand Forum, à chaque fois que vous allez sortir notamment vos ouvrages. Le jeune historien guyanais numéro 8, esclave en Guyane, 1652-1848, avec notamment la collectivité territoriale de Guyane, comme vous le disiez, effectivement une vraie volonté politique. Merci à vous, Sarah Ebion, Lydie Ofangchois, à Choucoutou, d'apporter à chaque fois cette, j'ai presque envie de dire, bonne parole pour nos auditeurs. Mon Dieu, que ça fait du bien. Dans quelques instants, notre journal de 13h, et puis nous, un autre débat. Écoutez, demain, j'aurai le plaisir, vraiment un plaisir, d'accueillir celle que j'ai vue à l'Ancre, qui est devenue une star à mes yeux, vraiment. Elle a écrit son dernier livre. Vous savez de qui je veux parler ? Allez, surprise. Emeline Octavie, bien sûr. Ça sera mon invité de demain. Merci beaucoup. Elle le mérite amplement. Tu sais que Léa a lancé sa campagne de crowdfunding sur LobbyYou ? Ah, pour son projet de boutique bio ? Oui, pour le financer, elle va s'appuyer sur le soutien d'internautes qui vont devenir les porteurs de son projet. Je veux participer.